22 h sur Public Sénat. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Un Monde de Bulles, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée au 9e art, à la bande dessinée et aujourd'hui à ce personnage incontournable de la bande dessinée, Jonathan, et bien sûr à son créateur, Cosey. Nous allons évoquer avec lui le 15e tome de Jonathan, une histoire qui date aujourd'hui de presque 37 ans. Vous allez aussi découvrir dans cette émission Lorenzo Mattotti pour Huckleberry Finn et un libraire à part, Samuel, au Mans. C'est parti pour cette spéciale Jonathan Cosey, ici dans les Alpes suisses. Nous sommes donc juste à côté du massif des Diablerets, en Suisse. J'imagine, Cosey, un lieu qui t'inspire au jour le jour, car tu vis ici quasiment toute l'année. Oui, j'ai la chance de faire un travail qui me permet d'habiter là où j'en ai envie. Alors j'ai essayé d'autres endroits, mais la montagne me plaît bien. C'est vrai, la montagne même, dans sa rudesse, dans ses côtés hivernaux qui peuvent être compliqués. Mais c'est ce que j'aime bien la neige, j'aime le froid. Il y a des cheminées, il y a aussi même le chauffage central, ça va, on survit. Donc tu aimes sûrement le froid pour aller te réconforter justement chez toi dans cette chaleur où tu peux créer. Oui, on peut dire ça, mais j'aime les paysages de neige et de montagne. Ça s'explique pas, hein, pourquoi est-ce qu'on est attiré par certaines choses. C'est naturel en tout cas, et c'est la nature, on en parlera tout à l'heure. On débute donc cette émission avec toi pour... je ne sais pas si on peut dire un héros de bande dessinée, mais en tout cas un personnage de bande dessinée qui est devenu, moi je le dis, incontournable, puisque on va fêter bientôt en 2012 ses 37 ans de vie et de carrière. De vie déjà, Jonathan, on connaît Jonathan Le Goéland, Jonathan de Bach, mais Jonathan, ton Jonathan, est-ce que 37 ans après, tu comprends finalement pourquoi il est né, ce personnage? Mais Jonathan Livingstone, le goéland, c'est la source du nom de Jonathan. C'est un hommage à ce bouquin que j'ai adoré quand j'avais 20 ans. Et voilà, c'est vrai que je suis impressionné de voir qu'il a 37 ans. Il m'agace un peu parce que je trouve qu'il vieillit très peu, lui. En fait, j'ai fait le calcul. Au fond, je crois que Jonathan, c'est le contraire des chiens. Il vieillit 7 fois plus lentement que nous. Donc ça laisse pas mal de marge. Il a de la chance, ouais. Ah, il a beaucoup de chance. En 37 ans, tu te rends compte d'une évolution quand même du personnage, ou toi, de ta façon d'appréhender ce personnage? Ah, je me rends compte d'une forte évolution et je dirais que c'est pas difficile parce que très honnêtement, c'était mes débuts et notamment du point de vue du dessin, c'était relativement faible, donc j'ai pu que évoluer. Mais mes intérêts aussi, tout a évolué et ça s'est perpétué à travers chaque album, d'année en année. Comment tu expliques que ce personnage, cette série finalement, tienne encore aujourd'hui, 37 ans après, alors qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres aventures, mais ce personnage revient sans cesse, il est toujours là, présent? Je pense que ça vient peut-être du fait que je ne cherche pas à produire systématiquement un album par année, ni même tous les 2 ans. Il y a eu des intervalles, des espaces de jusqu'à 11 ans. Je cherche toujours
à me faire plaisir, c'est-à-dire à être sincère dans mon travail, à croire à l'histoire que je dessine. J'ai besoin de ça, sinon ça m'ennuie et le travail est une corvée abominable. Donc je pense que cette sincérité fait que Jonathan se lit encore aujourd'hui. Alors justement, Jonathan, tu le disais pour rigoler, il t'agace un peu parce qu'il vieillit moins que nous, c'est vrai. Mais est-ce que tu disais, voilà, une période, un moment de 11 ans, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, tu ne voulais plus le voir? Peut-être qu'il ne t'apportait plus rien personnellement dans ta qualité d'auteur et de créateur. Absolument, j'avais l'impression de tourner en rond, de me répéter, et vraiment je voulais éviter ça. Donc je l'ai mis de côté sans savoir si j'y reviendrais. Et il a fallu que je retourne au Tibet, que je fasse un 4e et un 5e voyage au Tibet pour retrouver l'envie de le dessiner. Et là, si l'envie ne vient pas de refaire un album, c'est-à-dire un éventuel 16e, je n'y travaillerai pas. Je crois qu'il faut vraiment... il faut que l'auteur soit enthousiasmé par ce qu'il fait. En ce qui me concerne, c'est indispensable. Cosette, justement, est-ce que tu n'as pas peur de temps en temps de te dire ah bah il faut quand même que j'aille faire un Jonathan, ou est-ce qu'il faut que j'y retourne? Est-ce que cette angoisse tu l'as ou pas du tout finalement? C'est pas important pour toi? C'est pas important de produire absolument un Jonathan régulièrement. Quant à l'angoisse, oui, l'angoisse de la page blanche, pour moi, c'est pas un cliché, c'est une réalité que je vis à chaque fois. À chaque fois que j'envisage un nouveau scénario, j'ai l'impression de n'avoir plus rien à dire. Je me dis, ça y est, c'est fini, t'as tout donné, c'est la fin. Et puis, peu à peu, il y a des éléments qui reviennent et ça redémarre. Mais oui, c'est inquiétant, toujours. Ces éléments, tu les connais maintenant, 37 ans après, tu sais le moment où la petite étincelle, au fond de toi, te dit Jonathan, ça serait bien d'y retourner et de lui faire vivre une nouvelle aventure. Je ne le sais pas toujours en cours d'écriture de scénario. Parfois, je travaille sur un scénario avec des personnages, des situations, des événements qui me plaisent bien. Et puis, je me demande si c'est bien un Jonathan. Donc notamment si j'arrive dans une impasse, que je ne sais pas comment faire évoluer l'histoire. Supposons que ce soit un projet de Jonathan, eh bien j'abandonne Jonathan et je me dis bien, cette histoire, ça va être un one-shot avec un nouveau personnage. Et ça me permet parfois de sortir de l'impasse jusqu'à un prochain blocage dans la même histoire. Et à ce moment-là, je me dis, mais non, il faut revenir à Jonathan. Donc voilà, c'est complètement non maîtrisé, insaisissable, angoissant, mais c'est toujours comme ça pour moi. Tu te souviens du jeune Cosette d'il y a 37 ans? Ouais. Et alors, tu regardes ça avec nostalgie ou tu te dis bah, la vie est comme ça et puis finalement j'ai fait beaucoup de choses et je vais où je veux aller. Avec gratitude. Je pense que si je m'étais vu il y a 37 ans avec la collection d'albums que j'ai, j'aurais été super heureux. Bon d'accord, on va se quitter quelques instants mon cher Cosette. On va revenir ici évidemment à côté de ce très beau massif des Diablerets. Puis on a la chance d'avoir un soleil exceptionnel qui illumine cette émission. Sans plus attendre, direction l'Italie, un auteur qui se fait rare, Lorenzo Mattotti, pour un album encore plus rare, Huckleberry Finn. Vous connaissez le héros légendaire de Tom Sawyer et de son ami, une bande dessinée qui n'est jamais sortie en France, mais qui est sortie il y a plus de 20 ans en Italie. Et ben c'est l'occasion, la bande dessinée est rééditée en France, en couleur. On a rencontré Lorenzo Mattotti à l'occasion du festival bande dessinée de Saint-Malo il y a quelques mois. C'est parti. On ne savait pas tout de Lorenzo Mattotti. Nous étions passés à côté d'une œuvre, jusqu'ici uniquement publiée en Italie en 1978, Huckleberry Finn. Grâce à cette réédition aux éditions Gallimard, on peut enfin se rattraper et admirer l'une des premières œuvres d'un dessinateur de génie et son approche du roman de Mark Twain, du Mississippi, de la ségrégation, de l'Amérique du 19e. Tout de suite, les personnages, la façon de raconter, que c'est raconté en première personne, c'est un garçon, un jeune garçon, 13-14 ans. Il est écrit d'une façon, pas grammaticalement, c'est un peu comme en français, mais c'est un grand classique. On peut trouver dedans tellement de sujets, le racisme, les marginations, la violence, les rapports de force entre les hommes, les aventures qu'il a eues, le sens de la liberté, la recherche de la liberté, l'incapacité d'être dans les règles et les voyages sur la rivière, le Mississippi et toutes les aventures de Western et tout ça. C'est une histoire entre le grotesque et le dramatique. Et aussi, il y a un grand sens de l'amitié,
c'est comme tous les grands classiques, il y a des sujets qui sont toujours actuels. Publié à l'origine en noir et blanc, Huckleberry Finn est recolorisé pour l'occasion, donnant au récit un nouveau relief. Au fil des pages, on retrouve l'ancrage expressif d'un Matoti à ses débuts. Son trait aussi, fluide, tout en rondeur, dépeignant sans phare les trognes de l'époque. Une ode à l'itinérance qui s'offre là une seconde jeunesse et qui marque les premiers pas dans le 9e art d'un géant de la BD. C'était une période très forte pour moi. Je voulais vraiment faire la bande dessinée, j'ai dessiné tout le temps, j'ai essayé de vivre avec mon travail. J'étais plein d'énergie et c'était vraiment l'aventure. Alors j'ai beaucoup d'indulgence et je trouve qu'à l'intérieur il y a une sorte d'énergie, d'enthousiasme pour les contes, pour l'amour de la bande dessinée. C'est pour ça que j'ai décidé d'essayer de les réimprimer, de les publier, parce que il y a un bon rythme de narration. C'est une histoire que... Moi, ça ne m'intéresse pas que ce soit Matoti, ça m'intéresse que les gens ils lisent l'histoire et disent « Ah, c'est bien raconté », qu'ils aiment les personnages et qu'ils rentrent dans l'histoire et qu'après ils vont lire les livres de Mark Twain. Une transposition magistrale d'un classique de la littérature américaine qui donne en effet une furieuse envie de se confronter au texte original. De retour sur le plateau d'un monde de bulles, un plateau exceptionnel aujourd'hui puisque nous sommes en Suisse, chez Monsieur Cauzet. Là, on est chez toi. Hein. Oui, j'espère bien. Mon cher Cauzet, on va parler évidemment de ce nouveau Jonathan. Tu le disais, parfois, il faut des longues périodes, une petite étincelle qui doit revenir. Ce 15e tome, quelle a été l'étincelle? Est-ce que tu t'en rends compte aujourd'hui? Alors, il y a eu 2 voyages au Japon d'abord pour accompagner une exposition sur la bande dessinée suisse. Et puis, ça faisait très longtemps que j'aimais particulièrement les estampes japonaises. J'ai toujours été fasciné, gamin, quand je voyais des estampes japonaises, j'avais l'impression que c'était des extraits de bande dessinée. Je me disais, mais où est la suite? Où est ce qui précède, ce qui suit? C'est juste comme une seule image de bande dessinée. Et au fond, c'est vrai que dans l'estampe japonaise, il y a ce trait noir, les aplats de couleurs, les choses sont stylisées, on n'est pas dans l'hyperréalisme. On est très proche de la bande dessinée, d'ailleurs manga, c'est ça. Et puis il y a eu des lectures, Pays de neige des Kawabata, Haruki Murakami. Et voilà, on ne sait pas pourquoi on raconte l'histoire. Donc finalement, tu as peut-être eu une envie plus graphique au début, oui, au début. Une envie scénaristique. Absolument, j'avais envie de me rapprocher de ces estampes. Parce que c'est vraiment un dessin codifié comme en bande dessinée, hein. Un pain sous la neige, il y a certaines façons de le dessiner qui sont des codes graphiques, c'est pas une représentation qui cherche à imiter la réalité, c'est stylisé, c'est transposé, ce qui est le fondement de la bande dessinée, même si aujourd'hui on trouve des exemples contraires, et j'adore ça, et voilà. Alors, on va retrouver une nouvelle fois Jonathan, évidemment, dans ses péripéties, dans sa quête personnelle, dans sa quête de découvrir des pays, des civilisations. Et on va le retrouver au début en Birmanie. Il va faire une rencontre particulière de cette jeune japonaise qui revient elle aussi, une sorte de quête personnelle, revenir sur les pas de ses aïeux. Elle essaye de découvrir d'où elle vient finalement. Et il va la suivre, bien évidemment. Est-ce que pour toi cette bande dessinée, c'est à la fois toujours cette aventure où on suit Jonathan, mais en même temps une belle histoire de sentiments, d'émotions, d'amour peut-être? Mais c'est absolument une histoire d'émotions et de sentiments, mais comme tous les titres de Jonathan, finalement c'est le sujet qui m'intéresse, c'est les liens qui existent entre les êtres humains, plus particulièrement entre hommes et femmes, mais pas exclusivement, c'est les êtres humains.
Et dans ces sentiments, il y a notamment l'amour, mais avec tous les degrés possibles. Selon toutes les déclinaisons, c'est vrai que ça m'intéresse plus que des poursuites avec des personnages qui ont des kalachnikovs ou je sais pas quoi, ou que je peux avoir du plaisir à lire ça, mais moi j'ai absolument rien à dire. Alors que dans le domaine des sentiments, je peux exprimer ce que je ressens. Alors ce qui est très étonnant, c'est que Jonathan, moi je le ressens comme il est né au XXe siècle, mais je le sens encore plus comme un homme du XXIe siècle, un homme sans frontières, un homme totalement ouvert sur ce qu'il y a autour de lui, sur le monde. Pour lui, l'amour, les sentiments, évidemment, n'ont pas de couleur, n'ont pas de langue. J'imagine pour toi, c'est aussi un message que tu n'avais peut-être pas imaginé il y a 37 ans. Alors c'était quand même dans l'air du temps de ces années 70, mais je pense que le fait de voyager, c'est une des grandes joies du voyage. On se trouve face à quelqu'un qui ne parle pas sa propre langue, ni même l'anglais. Et finalement, on s'aperçoit qu'au-delà de ces différences, qui sont très importantes, eh bien, malgré ça, il y a quelque chose c'est un frère, c'est une sœur. Et c'est pour moi une des fascinations du voyage. Et sans doute que c'est un élément que Jonathan exprimait dès le début et aujourd'hui encore. Je le disais en préambule, ces deux personnages, évidemment on connaît Jonathan, sa quête perpétuelle, à la fois d'aller vers l'autre, de rechercher l'autre, puis finalement se chercher soi-même aussi. Et puis c'est un peu tout ce qu'on est tous, hein, en même temps, à des degrés plus ou moins importants. Le fait qu'il rencontre aussi cette jeune japonaise qui est en quête aussi de repères, de savoir d'où elle vient et finalement qui elle est, c'est une double quête. On va découvrir une sorte de fusion entre les deux, d'une quête des deux ensemble. Est-ce que tu peux nous dévoiler ça pour ceux qui n'ont pas encore lu l'album? Oui, on pourrait dire que c'est un album double, dans le sens qu'il y a deux histoires parallèles. Il y a effectivement la recherche de cette jeune Atsuko, la recherche de Jonathan, et puis il y a deux histoires d'amour aussi, ou de sentiments, pour ne pas trop tomber dans les clichés, parce où est la limite, c'est ça la question. Alors il y a les sentiments de l'ancêtre d'Atsuko, qu'on découvrira en cours d'histoire, une ancêtre qui a disparu mystérieusement quelques 50 ans plus tôt, et il y a les liens de sentiments entre Jonathan et Atsuko. Mais je crois qu'au fond, cette recherche de l'autre et de soi-même, c'était une des caractéristiques, c'est toujours de Jonathan, et c'était original en 76 et 78. Mais finalement, je crois que tous les êtres humains sont intéressés par cette question. Mais aujourd'hui, moi, à la lecture de Jonathan, j'ai le sentiment, peut-être toi aussi en tant que créateur, que c'est une bulle de liberté dans un monde où l'information au quotidien devient plus qu'oppressante, difficile parfois à comprendre, à analyser. Et on revient finalement peut-être à travers Jonathan à ce qui est les fondements même de ce qu'on est, c'est-à-dire la recherche de ce qu'on est, de où on veut aller, tout simplement en dehors d'un monde qui peut s'écrouler. Absolument. Moi, j'ai toujours eu cette vision qui est peut-être un peu égocentrique, mais d'un intérêt mitigé pour les aspects politiques, sociaux. Et au contraire, j'ai toujours été passionné par, comme tu dis, ce qui est le fondement de l'être humain, ce qu'on est, qui est mystérieux et qui m'intéresse beaucoup plus que ce qu'on peut voir sur les news, à la télé ou dans les journaux. Je l'avoue. Et la quête perpétuelle de Jonathan, est-ce que toi, ça te fait avancer dans cette quête qu'on disait, qu'on a chacun, sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut, ou peut-être où est-ce qu'on va aller? Je ne sais pas si ça me fait avancer ou si ma propre quête fait avancer Jonathan, mais il doit y avoir quelque chose comme ça. Tu sais, est-ce que ça t'arrive de ne plus savoir justement, entre l'écriture de ton personnage, qu'est-ce qui dépasse la fiction? Est-ce que c'est ta vie personnelle qui fait avancer le personnage ou le personnage qui te rattrape et t'emmène? Oui, ça c'est la question. Mais je sais, je suis encore capable de discerner entre ce que j'imagine et ce que je vis. Il est vrai que dans le 14e album, Elle ou 10 000 Lucioles, Jonathan écrit à son auteur, à moi-même. Donc là, je sais bien que c'est un peu limite, mais je te rassure, je me soigne et ça va, ça ira. Alors, tu nous parlais justement des estampes japonaises qui étaient
une des étincelles qui t'a donné envie justement d'aborder le Japon et ce 15e tome de Jonathan. Je vais donc évoquer avec toi le dessin, ce graphisme. On parle souvent, c'est devenu une nouvelle couleur. Le blanc causait. C'est devenu une référence. Est-ce que tu comprends mieux ton attachement au blanc et la façon dont tu crées le blanc? Je ne suis pas attaché au blanc, je suis attaché à la manière de le représenter, qui est un non-agir, c'est-à-dire ne pas le dessiner. Le blanc, c'est tout ce que je ne dessine pas. Et donc, ça, j'y suis attaché. Mais à l'inverse, on peut trouver ça dans le noir, dans des scènes de nuit, où j'évite vraiment, je place un maximum de noir, et j'évite de nouveau, parce que dans la nuit, on voit très peu de choses. Et parfois, en tant que dessinateur, on a envie de se rassurer soi-même et de rassurer le lecteur, en disant, regardez, j'ai pas oublié qu'après l'épaule, il y a le coude et le poignet. Mais non, justement pas. Il faut avoir le courage de montrer peut-être que la main. Et à la position du cou, c'est le lecteur qui dessine, qui imagine le bras, parce que dans la nuit, on ne le voit pas. Donc c'est ce phénomène qui consiste à évoquer, c'est-à-dire à suggérer quelque chose. Et c'est le lecteur qui, de manière spontanée et sans aucune réflexion, crée ce qui ne figure pas sur le papier. Ça veut dire que tu sens qu'au bout de ces décennies de création, tu atteins de plus en plus une facilité de dessin ou ce que tu cherchais depuis longtemps, c'est-à-dire la création avec quelques traits par moment, pour suggérer. C'est ce que je vise, c'est mon objectif. Et voilà, il s'est précisé, je le comprends de mieux en mieux et je le recherche. Mais c'est mon grand plaisir. Mais en tant que lecteur, c'est pareil, en littérature aussi. Quand tout est dit, c'est ennuyeux. C'est beaucoup plus fort quand les choses sont juste suggérées. Et qu'il reste une part au lecteur. Et ça, je l'apprécie en tant que lecteur et en tant qu'auteur. Tu te donnes des défis parfois lorsque tu commences un album en te disant tiens, j'aimerais bien créer cette émotion-là, autant graphiquement, scénaristiquement. Oui, graphiquement ou dans l'histoire, bien sûr. J'essaye toujours et je pars plein d'enthousiasme et je crois que c'est parti, j'y suis. Et puis quand j'ai fini, je vois que bon, c'est pas trop mal, mais enfin, j'ai pas vraiment atteint l'objectif. Ce qui fait que je recommence avec un nouvel album. Comment t'expliques que 37 ans après, ce personnage continue justement? Mais parce que il est proche de moi, que je l'utilise un peu pour exprimer ce que j'ai envie de raconter. À l'inverse, il me permet de mieux comprendre parfois certains aspects de moi-même. Et donc, il n'est pas fondé sur un schéma psychologique qui aurait des structures dont on connaît telle qualité, tel défaut. Pas du tout. Il est complètement ouvert en fonction de ce que je ressens et que j'ai envie de raconter. On pourrait presque dire au jour le jour, disons d'année en année. Est-ce qu'il y a finalement presque une sorte d'addiction entre vous deux? Non, parce que là, par exemple, je viens de finir Atsuko. Je vais travailler sur toute autre chose. Ce sera un one-shot, donc pas de Jonathan. Et j'ai absolument aucun projet. Et si je trouve pas d'idées qui me plaisent au sujet de Jonathan, il n'y en aura plus. J'espère que dans 2 ans ou 3 ans, j'aurai une nouvelle idée. Mais il n'y a pas de plan, il n'y a pas de... Tu n'entends jamais la voix de Jonathan dans tes rêves les plus profonds qui te dit « Refais-moi vivre sur le papier, j'ai besoin de voyager ». Non, ce serait plutôt le contraire. Ce serait plutôt moi qui aurais envie de le revoir. Oui. Aujourd'hui, Cosey, tu nous disais tu vas travailler sur un projet, un one-shot, mais est-ce que tu as des rêves particuliers de création, des univers qu'on pourrait dire, tiens, mais jamais Cosey, on aurait pu l'imaginer là-dedans? Est-ce que tu te dis, un pari fou, un jour, je pourrais approcher tel univers, telle façon de faire de la bande dessinée? Oui, bien sûr, mais je voudrais pas non plus... L'originalité pour l'originalité n'est pas très intéressante. Et bien sûr, je pourrais étonner en décrivant un univers qui est à l'opposé de ceux que j'ai décrits jusqu'à maintenant, mais ça me paraît pas très intéressant. Moi, j'essaye de m'étonner moi-même, de me surprendre, et donc de trouver l'enthousiasme. Et pour ça, tous les moyens sont bons, mais je dois reconnaître qu'au général, je retrouve toujours des univers de montagne ou d'Asie, parce que c'est des domaines que j'aime. Et plus je les approche et les connais, plus j'ai envie de développer ça. Bah écoute, Cosey, merci beaucoup. Hein? Merci Jean-Philippe. Merci à toi. Alors, je ne sais pas si tu connais un libraire qui s'appelle Samuel, au Mans,
qui a une très très grande librairie, très appréciée. En tout cas, ça sort des, entre guillemets, grandes entreprises de vente de bande dessinée. Là, c'est un libraire qui est un passionné depuis des années et qui marche très bien tout simplement parce qu'il donne, il fait vivre sa passion aux lecteurs qui s'y connaissent ou pas du tout à la bande dessinée. On est allé le rencontrer au Mans dans sa librairie, rencontre avec Samuel. C'est parti. C'est complet. Hop. Au Mans, Samuel, c'est un peu l'ambassadeur du 9e art. 29 ans qu'il a pignon sur rue, en plein cœur de la vieille ville, et bien plus longtemps encore que cet enfant du pays est tombé dans la marmite étant petit. Oh bah, je crois que l'un de mes auteurs fétiches toujours, même au bout de 30 ans de profession, ça reste Tillieux et Gilles Jourdan. Je crois que là, vraiment, il y avait tout. Quand j'étais gamin, c'était plutôt Gilles Jourdan que dans lequel je m'identifiais. Et puis plus je grandis, je crois que je deviens de plus en plus proche de Libellule finalement, ou de Crouton, mais plutôt de Libellule et de son humour vaseux, je crois. Voilà, ouais. Il y a l'art de voler de Altariba aussi, qui est un bijou, tiens, ça. C'est bien, parce que là aussi, je ne vais pas l'avoir, en grand format, c'est impeccable. Bon, je vais voir dans la réserve, je te ramène ça. Autant vous dire que depuis, Samuel en a vu défiler des albums. Quand il ouvre sa librairie, en 1982, le marché de la BD se résume à 200 nouveautés par an. Aujourd'hui, on est plus près des 4500. Une explosion qui ne le désarçonne pas le moins du monde. Alors c'est très dense, hein, graphiquement, le scénario, mais franchement tu tournes les pages, enfin moi j'ai été vraiment... On s'ennuyait presque, hein. Il n'y avait pas non plus forcément beaucoup de clients, on n'était pas du tout dans la même période. Hein. Je trouve que c'est mieux de gérer une surproduction que de vivre comme 30 ans auparavant avec 200-250 nouveautés par an. Depuis, il y a une telle surabondance de bonnes choses que je trouve que malgré tout, dans tous ces titres qui déferlent, on va toujours trouver quelque chose. Et puis encore une fois, il n'y a pas une bande dessinée, mais des bandes dessinées. Et même des milliers de BD. Au fil des ans, Samuel s'est diversifié. À côté de la production franco-belge, les étagères se sont remplies de comics et de mangas. Son catalogue s'est élargi en même temps que le public de la librairie. On n'avait pas beaucoup de filles. La BD était très machiste, hein, très orientée, je dirais, vers les gars. Et puis le manga, quand même, a eu ce côté vraiment bénéfique de ramener en librairie des filles et un petit peu de créer plein de relations entre les clients, entre la BD plutôt franco-belge et traditionnelle, et puis tous ces univers qui se développaient, qui se créaient. Et on a reçu Altariba. Il y a un mois, il est venu spécialement au Mans avec Pedrosa, l'auteur aussi de Portugal. Tiens, ça c'est un super album aussi. Car Samuel se démène pour faire rencontrer auteurs et clients dans des lieux magistraux comme l'abbaye de l'Épau. Rien que cette année, Charlie Adler, le dessinateur de Walking Dead, ou encore Monsieur Taniguchi sont venus lui rendre visite. Petite librairie certes, mais stature internationale. Je ne suis pas encore repu, même 30 ans plus tard, je trouve qu'il y a encore tellement de choses à découvrir et puis plein d'auteurs qui arrivent et puis qui progressent également. Bref, si Samuel vous conseille un album, croyez-moi, allez-y les yeux fermés. C'est la fin de votre émission Un monde de bulles, entièrement dédié, dévoué, consacré aujourd'hui au personnage Jonathan. Et évidemment à son créateur, Monsieur Causet, qu'on remercie encore 1000 fois de nous avoir accueillis ici en Suisse. Toutes les infos de votre émission, c'est sur mon profil Facebook et tous les jeudis matins avec ma chronique Coup de cœur dans le quotidien Métro. Ciao et à la semaine prochaine.